forêt boréale, la recherche forestière est essentielle si nous voulons maintenir une forêt en santé et le développement de nos communautés sur des ressources naturelles. Identifier les besoins de recherche avec ceux qui vivent de la forêt, que nous appelons les utilisateurs, est également essentiel pour nous assurer d'une gestion de l'ensemble des ressources forestières, de la matière ligneuse aux espèces animales et végétales, ainsi que les habitats. Au Fonds de recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous finançons actuellement 26 projets de recherche. Les chercheurs tentent de répondre à des questions qui sont considérées comme des enjeux socio-économiques pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les utilisateurs supportent également les projets de recherche en réalisant les aménagements mécanisés, en revoyant leurs plans de coupe, en hébergeant les étudiants dans les camps forestiers ou encore en transportant les équipements de recherche par avion ou par bateau. L'un des questionnements des utilisateurs concerne l'épinette noire et la croissance de cette espèce. L'épinette noire est l'espèce nordique la plus convoitée par l'industrie forestière pour la qualité de sa fibre. Ainsi, il est important pour eux de bien connaître la croissance et ce qui influence la croissance de l'épinette noire, particulièrement entre le 48e parallèle, c'est-à-dire à hauteur d'environ de la réserve faunique des Laurentides, et également un peu plus au nord, à la limite de sa distribution, au niveau du 51e parallèle. Le docteur Hubert Morin, de l'Université du Québec à Chicoutimi, ainsi que Boris Dufour, qui est candidat au doctorat, ont étudié cette question au cours des 3 dernières années. Les résultats pourraient nous obliger à revoir notre manière d'aborder la forêt boréale pour l'ensemble du territoire québécois. Je vous invite à les écouter. Donc, moi, je vais vous parler des facteurs qui influencent la croissance des populations d'épinette noire nordique. Alors, ceux qui étaient au colloque du consortium hier ont pu se convaincre que l'épinette noire, c'est encore notre espèce vedette. C'est l'espèce qui fait l'objet de plus de coupes forestières dans la forêt boréale et surtout le nord de la forêt boréale. Et elle est très prisée pour sa qualité, la qualité de son bois, autant pour le bois d'œuvre que pour les pâtes et papiers. Pourtant, on connaît très peu les variables qui influencent la croissance de l'épinette noire. C'est sûr que si on va au niveau du 59e parallèle ou pratiquement au 60e parallèle, l'épinette noire, il forme la limite des espèces arborescentes. Puis là, on la retrouve sous forme de cremoles, c'est-à-dire d'arbres rabougris, puis elle croît très lentement. Ou encore, si on regarde bien au sud de sa distribution, où on la retrouve surtout dans les tourbières, bien là aussi, on a une croissance très faible. Puis là, on est capable d'associer à des variables météorologiques ou à des variables édaphiques sa croissance très faible. La forêt boréale, on a très peu de notions sur ce qui influence sa croissance. On a essayé avec la dendrochronologie aussi de faire des relations vers les variables environnementales et croissance, surtout essayer de relier la largeur des cernes à différentes variables mensuelles, précipitations mensuelles, température moyenne annuelle, mensuelle, etc. Mais pour l'épinette noire, on n'a pas eu de résultats vraiment convaincants dans la forêt boréale. On a toujours de la difficulté à identifier quelles sont les variables qui vont influencer sa croissance, puis aussi, surtout, pas juste quelles sont les variables, mais quand ces variables-là vont influencer la croissance. Nous, on a décidé de travailler avec une nouvelle approche. Ce qu'on veut faire, c'est d'étudier les relations entre la croissance et les variables météorologiques en suivant le développement du cerne tout au long de la saison de croissance. Alors, les objectifs du projet de recherche, globalement, là, c'était de comparer le développement anatomique du cerne, les variations radiales du tronc tout au long de la saison, le long d'un gradient latitudinal en partant du 48e jusqu'au 51e parallèle, de déterminer les variables environnementales qui affectent le développement anatomique et les variations radiales, ainsi que le rendement des populations, puis de mesurer l'importance relative de ces variables le long du gradient. Alors, l'étude du développement du cerne, ça nous aide, l'étude annuelle de la croissance secondaire chez les arbres, ça nous permet d'expliquer donc la formation des cellules qui composent les cernes de croissance. Ça nous permet de répondre à des questions comme à quel moment survient le début et la fin de la saison de croissance, quels sont les facteurs climatiques qui ont le plus d'influence sur la division, l'élargissement, la lignification des cellules, quel est le délai de réponse de la croissance face aux variations climatiques, hein, par exemple, s'il y a une pluie, est-ce que les cellules vont tout de suite répondre à cette pluie-là ou ça va répondre 3 jours plus tard ou une semaine plus tard ou l'année suivante?
Ça nous permet de répondre à ces questions-là en étudiant le CERN tout au long de la saison de croissance. Donc, d'un côté, on a les précipitations, les différentes variables climatiques. Il y en a plus que ça qu'on a étudiées, mais je vais revenir là-dessus. Tout au long de la saison de croissance, puis on fait des relations avec la largeur du CERN, le nombre de cellules, la densité du CERN et beaucoup d'autres variables dont Boris va vous parler tout à l'heure. On utilise deux méthodes principales d'analyse pour faire ce type de travail. La première méthode, c'est le prélèvement d'échantillons à différents moments durant sa formation. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des micro-carottes parce qu'on prélève des échantillons à toutes les semaines sur les mêmes arbres tout au long de la saison de croissance. Alors, on utilise des seringues chirurgicales qui sont utilisées pour récolter de la moelle osseuse dans le sternum. Donc, ça prend un petit échantillon d'à peu près 2 mm, à peine 2 mm de diamètre pour ne pas blesser l'arbre, puis reprendre des échantillons tout au long de la saison de croissance. Ces échantillons-là sont montés. Ensuite, on fait des coupes au microtome dans ces échantillons-là, et puis on vient colorer les échantillons pour faire ressortir donc le CERN de croissance et les cellules qui le composent. Ensuite, on va mesurer à la fin de la saison de croissance les cellules matures. Alors, on peut mesurer un paquet de variables là-dedans, la grosseur du lumen, l'épaisseur des parois cellulaires, etc. Aussi, on fait le décompte des cellules selon leur phase de développement. Alors, il y a 3 phases principales de développement. L'élargissement, la formation des parois et les cellules matures. L'élargissement, c'est assez facile à distinguer parce que quand les cellules sortent de la zone cambiale, ils ont une paroi très mince et ils prennent de l'expansion. Avec des techniques de coloration, on est capable de voir quand les cellules sont en formation ou s'ils sont déjà lignifiés puis sont sous forme de cellules matures. Alors, on peut aussi déterminer le taux de production des cellules dans chaque phase, puis déterminer aussi le temps que les cellules passent dans chaque phase de développement. On utilise comme deuxième méthode le dendromètre à pointe. C'est un appareil qui est installé sur les arbres. On en a 10 par place échantillon, avec une petite tige ici qui est appuyée sur le tronc et qui va mesurer toutes les pulsions du tronc à toutes les 15 minutes pendant toute l'année. Vous savez qu'un arbre, bon, ça se déshydrate le jour, donc ça ratatine littéralement le jour. Puis la nuit, ça se réhydrate. Le jour, ça se déshydrate à cause de l'évapotranspiration. Puis la nuit, ça se réhydrate. Donc, il y a une pulsion journalière là, caractéristique d'hydratation pendant la nuit, déshydratation pendant le jour, et ainsi de suite. Alors, on mesure ces pulsations-là, et puis on en extrait la croissance annuelle. Alors, avec ces deux techniques-là, on arrive à avoir des résultats assez précis. Et évidemment, tout cela est jumelé à des stations météo. Les stations météorologiques sont installées dans chacun des sites. Boris va vous indiquer le nombre de sites puis leur emplacement tout à l'heure. Les paramètres mesurés, c'est les paramètres habituels, la température de l'air, du sol, précipitation, quantité d'eau dans le sol, humidité relative, radiation, vitesse et direction des vents. Dans chacune des stations, on a une station météorologique. Alors, on s'est fait la main pendant quelques années sur le sapin baumier. Pourquoi on a étudié cette espèce-là? C'est parce que le sapin baumier croît plus rapidement que l'épinette noire, donc produit plus de cellules. C'est un petit peu relativement plus facile de faire des relations climat-croissance quand on a une meilleure production cellulaire. L'épinette noire, c'est vraiment pas une espèce facile à travailler parce que c'est une espèce qui a une croissance lente, qui ne produit pas beaucoup de cellules. Donc, c'est une espèce qui est difficile à travailler. Je vais laisser la parole à Boris, Boris Dufour, qui est étudiant en doctorat, qui va vous parler de quelques résultats qu'on a obtenus avec l'épinette noire. Oui, alors moi, c'est ça. C'est les techniques dont Hubert vient de vous parler avaient déjà été utilisées chez le sapin baumier. Moi, je me suis concentré sur l'épinette noire, à les réappliquer. Je me souviens au début de mon doctorat, quand je suis allé présenter un peu ce qu'on voulait faire en Allemagne, il y a un chercheur qui a commencé sa question en me disant « What an ambitious project ». Parce qu'il était bien au courant, le monsieur, que c'est pas facile, comme Hubert vous le mentionnait, d'étudier les relations fines entre le climat et la croissance. Surtout que le monsieur en question savait très bien qu'on étudiait au milieu de l'aire de distribution de l'épinette noire, ce qui veut dire qu'on a rarement
des réponses très fortes par rapport aux facteurs de température et de précipitation. Néanmoins, on ne s'est pas découragé par ça, là. On s'est lancé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu, au moins, ce qui a trait au premier objectif ici. Là, on est commencé dans la description du développement du CERN au cours d'une saison de croissance. Par contre, j'ai quelques résultats aussi sur la recherche des facteurs qui influencent le plus, là, mais ça reste encore à faire en gros. Pour vous convaincre encore un petit peu plus que la température, par exemple, n'influence pas énormément la croissance. C'est que si vous prenez, ça c'est tiré d'un rapport du ministère sur l'établissement de la limite nordique d'attribution. Vous voyez que quand on essaie de mettre les degrés jours de croissance avec l'accroissement annuel moyen des peuplements, la correspondance est vraiment très faible. Si on se limite à la zone que nous autres on étudie, ça va correspondre à peu près à ça. C'est ce qui a été le plus échantillonné là. Puis on voit que même s'il y a une grosse diversité de sols et de peuplements aussi qui rentrent là-dedans, il faut quand même dire que s'il y avait des relations fortes avec le climat, on pourrait s'attendre à avoir un nuage de points beaucoup moins dispersé que ça. Alors, juste vous montrer l'aire de répartition d'épinette noire. Nous, on l'étudie, c'est vraiment au centre. Là, je suis au nord du lac Saint-Jean ici. Là, on ne va pas plus loin que le 51e parallèle. Donc, on est loin de ce que l'espèce est capable de faire en termes de croissance. Alors, les stations qu'on a installées, on a 2 stations dans les aires communes gérées par Bowater. Donc, une un peu au nord du camp Daniel, à 30 km du camp Daniel, une près du camp, un peu au sud du camp Mistassini. Les autres sont dans les territoires qui étaient gérés à l'époque par Petit Biconsol. Maintenant, je pense que c'est Produits forestiers Saguenay qui sont là. Enfin, c'est sur les Monts-Valin, près de l'ancien camp Grosse-Roche. Et puis une dernière station à la station de recherche et d'enseignement de l'Université du Québec à Chicoutimi, la forêt Simon-Couche. Alors rapidement, juste pour caractériser un peu les stations, en termes de température, première des choses, on voit que au fil des mois, les stations se suivent, sont assez en parallèle, très peu d'entrecroisements. Donc, puis il n'y a pas beaucoup de différence au printemps. Les 4 stations, c'est à peu près la même température au printemps. Les différences commencent à se creuser à peu près en été, en juillet, pour s'accentuer en automne. Mais c'est vraiment en hiver qu'on va avoir des bonnes différences, mais ça, c'est pendant que les arbres sont en dormance. Donc, on pense que ça n'a pas beaucoup d'influence. Là où les sites vont se démarquer, c'est au niveau de la température du sol. Vous voyez qu'à Simon-Couche, ici, le rehaussement des températures du sol se fait plus tôt au printemps que sur les autres stations. Ça pourrait influencer le niveau de croissance qu'on va observer sur ce site-là. Peut-être pas nécessairement les variations. En termes de précipitation, on ne le voit pas beaucoup, mais les 4 stations sont à peu près comparables. Il y a peut-être juste la station la plus au nord, la station du camp Daniel, qui en été, à partir du mois de juillet, va présenter une plus forte pluviométrie de façon importante. Rapidement, pour caractériser la croissance qu'il y a eu dans les dernières années, disons, là j'ai une période de 93 à 2003, et il y a une croissance plus forte à Simon-Couche par rapport aux autres stations, c'est significatif. Par contre, ce qu'on observe aussi, c'est une tendance à la diminution qui est significative et qui semble indiquer que le peuplement est à un stade de maturation plus jeune. Vous savez que la largeur de cerne a tendance à diminuer de façon exponentielle, simplement due à l'âge des arbres. Donc, ça serait probablement une indication. Ça pourrait probablement s'expliquer juste du fait, ou au moins en partie, au fait que le peuplement est plus jeune. Et ça, c'est appuyé par la structure d'âge, parce qu'on voit que la forêt Simon-Couche est celle où le peuplement s'est établi le plus tôt. Alors, comme l'expliquait Hubert tout à l'heure, à l'aide des petits échantillons hebdomadaires qu'on a pris, on a pu élaborer des courbes de développement du CERN, en différenciant aussi chacun des stades de développement. Donc, vous avez les observations, j'ai mis les points ici. Et puis, à l'aide en faisant correspondre le modèle qu'on appelle le modèle de Gompertz, qui est en fait un modèle logistique, là,
un cas particulier de modèle logistique, on fait correspondre les points et on obtient des modèles d'évolution de la croissance tout au long d'une saison. On a 17 patrons de croissance comme ça, en comptant évidemment toutes les stations et toutes les années d'études. On en a 17 différents. Là, je vous en présente un qui ressemble à ce qu'il y a de plus normal, à ce que vous pouvez retrouver dans la littérature, à ce qui a été étudié. Donc, une fonction de Gompertz qui, pour ce qui est de la division cellulaire, la courbe bleue, va avoir une correspondance très bonne. Par contre, ce n'est pas ce qui est arrivé le plus souvent dans nos années d'études depuis 2000. Là. OK, je vous présenterai ça juste pour dire avant que les deux premières courbes, qui est la courbe là, de division et de la fin de l'élargissement, vont délimiter une zone qui, à mesure que la saison progresse, va rétrécir, ce qui est tout à fait cohérent avec la taille des cellules, vous voyez ici, qui, au fur et à mesure de la saison, va diminuer. De même, l'autre zone ici qui est définie va avoir tendance à s'élargir au fur et à mesure que la saison avance, ce qui est tout à fait cohérent avec l'épaisseur des parois ici qui s'en va en épaississant, qui s'en va en augmentant au fur et à mesure que la saison progresse. Cette belle cohérence-là, ça nous a surpris beaucoup parce que quand on regarde dans la littérature, on peut pas, la plupart du temps, on ne peut pas en dire autant des modèles qu'ils ont présentés. Donc, ça nous rend très confiants par rapport à la qualité de nos données pour pouvoir faire des analyses les plus exactes possibles. Mais ce qui s'est présenté le plus souvent qu'autrement, sur 13 cas sur 17, c'était ça ici, c'est-à-dire une mauvaise correspondance du modèle de Gompertz avec nos observations. En fait, on serait attendu, avec le modèle de Gompertz, aussitôt que la saison commence, d'avoir, si vous suivez le pointillé ici, d'avoir une belle courbe de Gompertz, mais ce n'est pas ça qui s'est produit en fait. Ce qui se produit le plus souvent, c'est que vous avez un modèle linéaire. Donc, il va y avoir une croissance à un taux qui ne s'accélère pas, un taux constant, et qui va s'accélérer brusquement à un certain point pour, là, finalement, compléter la saison selon le modèle de Gompertz. Ça serait dû, je n'ai pas encore les analyses toutes finies, mais ça serait probablement relié, le plus probablement, là, à la date de disparition du couvert nival. Donc, parce que ça, c'est à Simon-Couche, en 2004, printemps très tardif, tellement tardif qu'au site le plus au nord, il y avait encore de la neige quand ça commençait à pousser, en croissance radiale. Donc, c'est quand même, ça nous a quand même assez surpris. Là. On ne s'attendait pas à ça. Donc, avec les 17 modèles, ah oui, puis ce retard-là, associé au printemps tardif, ne sera pas nécessairement associé à une production inférieure en termes de nombre de cellules, par exemple. Parce qu'ici, en 2004, on en a produit 37 à peu près, et s'en était produit à peu près 27 l'année d'avant, printemps 2003, qui était plutôt hâtif et non pas tardif. Donc, il n'y a pas de lien, il ne semble pas d'avoir de lien direct. Mais on va en reparler du nombre de cellules tantôt. Donc, avec ces modèles-là, on peut déduire différents marqueurs temporels qui marquent les différentes étapes de développement du CERN. Par exemple, si on regarde, ce qui est intéressant, c'est la première colonne qui donne la date de début de la saison. Vous pourrez le consulter dans le document écrit. Là. La date de début de la saison de croissance ne varie à peu près pas de quelques jours entre les sites et entre les années. Donc, qu'importe où on se trouve dans nos 4 stations ou quelle année qu'on a mesuré, ça revient à peu près au même. Il y a moins d'une semaine de variation. Par contre, la variation va s'exprimer plus sur les autres étapes, là, comme le début de la maturation cellulaire, la fin de la division du bois initial, etc., jusqu'à la dernière étape, la fin de la maturation. Ça va être au-dessus d'une semaine de variation jusqu'à 2 semaines, là, dépendamment des étapes. On ne sait pas encore exactement à quoi c'est dû. Alors, si on compte ça du début de la saison jusqu'à la toute fin, vous allez compter à peu près une période de 4 à 5 mois, okay, où ce que toutes les étapes de croissance radiale se font. Par contre, il y a la dernière étape qui est l'épaississement des parois qui ne compte pas
pour la largeur du cerne à la fin. Donc, si vous voulez savoir quelle période est importante pour la largeur du cerne, vous devez d'éliminer la maturation et regarder peut-être la fin de l'élargissement cellulaire. Et là, vous allez avoir une période qui va varier entre 3 et 4 mois. Mais dans ces 3 et 4 mois-là, l'importance pour la largeur du cerne ne sera pas répartie uniformément. On peut, par exemple, se limiter à étudier le bas initial, qui, comme la colonne ici vous l'indique, va représenter à peu près 70 à 80 de toute la largeur du cerne. Si vous vous limitez au bas initial, là, on est rendu à une période de 2 mois qui serait critique. Et cette période de 2 mois-là, qui correspond ici au début de la saison, jusqu'à la fin de l'élargissement du bas initial, qui est le croisement de la ligne noire et de la courbe rouge, c'est ces 2 mois-là. Vous voyez qu'au début, évidemment, les taux de croissance sont tellement faibles qu'on peut encore réduire cette période-là pour ne considérer finalement que le moment où le taux augmente beaucoup jusqu'à la fin de la période. Et là, ça vous donne à peu près, dans ce cas-ci, 1 mois, vraiment un mois critique qui va représenter, où le cerne va se développer dans sa largeur à au moins 60%. Et ça peut aller jusqu'à 1 mois et demi, dépendamment des années. Donc, on n'est pas encore très avancé dans les relations climat-croissance, mais il y a un autre volet de mon doctorat dans lequel on le fait avec des méthodes plus classiques. Sur un site à Larouche, on a échantillonné 9 épinettes noires dans lesquelles on a mesuré une série de 32 années. Là, ici, on a des plus longues séries. Au lieu d'avoir un suivi hebdomadaire précis de chaque saison, ça va être juste le résultat final qu'on a. Mais habituellement, dans les relations climat-croissance, ça va être la largeur du cerne versus les variables mensuelles du climat. Ici, on a ajouté comme variable à expliquer le décompte des cellules, la taille des cellules et leurs parois. Donc, qu'on a mis en relation avec les données mensuelles d'Environnement Canada. Aussi, important de mentionner, on a fait ce qu'on appelle ici des fonctions de corrélation et des fonctions de réponse. Vous savez, les fonctions de corrélation, vous avez juste à regarder les coefficients qui dépassent les lignes seuil ici, là, pour voir si c'est significatif ou pas. J'ai indiqué les fonctions significatives en fonction de réponse par des astérisques, qui, vous voyez, sont beaucoup moins nombreux parce qu'ils sont beaucoup plus fiables. Les fonctions de corrélation, il faut faire attention, là, c'est beaucoup influencé par l'intercorrélation de chacune des variables expliquantes, donc ça peut jouer des tours. Donc, il faut toujours chercher, non pas seulement regarder ce qui est significatif, mais regarder aussi si on est capable de trouver une explication logique à ce qu'on observe, évidemment. Ici, pour le diamètre des cellules dans le bas initial, sur ce site-là, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on a premièrement, disons très peu, on ne le voit pas très bien, là, on a très peu d'autocorrélation. L'autocorrélation, c'est l'influence de la valeur du diamètre des cellules de l'année d'avant. C'est-à-dire, est-ce que si, par exemple, on a des très grosses cellules l'année qui précède, est-ce que ça va être gage, encore une fois, de cellules très grosses l'année qu'on étudie? Pas dans le cas du diamètre des cellules, en tout cas, il n'y a presque pas d'autocorrélation. Ici, les températures de juin sont significativement corrélées, mais négativement, c'est-à-dire plus il fait chaud en juin, moins il y a une bonne croissance. Ça peut vous sembler bizarre, mais pas tant que ça, parce que même si ce n'est pas significatif en fonction de réponse, les précipitations de juin, elles, sont au moins significativement corrélées. Et il y a une logique entre les deux, c'est-à-dire, plus vous avez un mois de juin frais et pluvieux, plus il y a de l'eau disponible, donc moins il y a d'évaporation, puis il y a plus de précipitations, donc il y a plus d'eau disponible pour les arbres, pour leur croissance. Donc ça, c'est évidemment une période qu'on va surveiller beaucoup. Il y avait une tendance qui n'est pas significative pour juillet, mais je vais y revenir là-dessus. Donc, voilà. Pour le nombre de cellules, alors là, par contre, on n'a pas réussi à trouver vraiment de bonnes variables. Il y a une très forte autocorrélation sur le nombre de cellules. Donc, si dans les années précédentes, il y a eu beaucoup de cellules de formées, ça va beaucoup influencer le nombre de cellules de l'année que vous étudiez. Donc, ça complique un peu les choses. Il n'y a pas beaucoup non plus de corrélation
significative avec les variables climatiques qui sont ici, les variables climatiques, là. Il y en a avec les précipitations de mai de façon négative, mais j'arrive pas à comprendre c'est quoi le lien, le pourquoi de la chose, puisqu'en mai, la croissance, on l'a vu normalement, elle commence vraiment juste à la fin mai. Donc, un petit peu de difficulté à faire des liens là, précis avec ça. Donc, en résumé, c'est ça. Donc, pour le diamètre des cellules, il n'y a pas d'autocorrélation. C'est plutôt déterminé par le climat actuel de l'année en cours, principalement ce qui se passe en juin, peut-être en juillet. Le nombre de cellules, lui, va être influencé par ce qu'il y avait avant. Ce que je n'avais pas montré aussi, c'est qu'il y a une forte corrélation ici avec l'épaisseur des parois qui vont être formées. Donc, si vous avez beaucoup de cellules de formées, en plus, le plus souvent qu'autrement, ils vont avoir des parois épaisses, ce qui indique probablement un lien avec les réserves accumulées, parce que c'est deux phénomènes qui demandent le nombre de cellules, de diviser beaucoup de cellules et d'avoir des parois épaisses. Ça demande beaucoup en carbone. Donc, possiblement des liens avec les réserves accumulées. OK? Et si je veux le faire de façon plus classique, si j'essaie de mettre tout simplement la largeur du CERN avec les variables qui ont démontré un bon potentiel dans les autres analyses, je m'aperçois qu'avec bon, il y a toujours l'autocorrélation qui vient du fait qui est la même qu'on retrouvait avec le nombre de cellules, parce que le nombre de cellules, c'est ce qui influence le plus la largeur du CERN. Donc, toutes les variables là, endogènes qui étaient reliées au nombre de cellules vont se retrouver dans la largeur du CERN. Ce qui est peut-être un petit peu nouveau, c'est que là, on n'a vraiment plus rien en fonction de réponse qui est significatif en termes de variables climatiques. Et par contre, il y a une petite tendance des précipitations de juin, donc qui vient peut-être de la tendance significative qu'on avait avec le diamètre des cellules. Et je vous rappelle la petite période d'un mois que je vous avais parlé tantôt. Ce qu'on constate, c'est que cette période-là, en tout cas cette année-là, elle s'est étendue de la mi-juin à la mi-juillet. Dans les analyses classiques, comme je viens de vous présenter, vous allez prendre les variables, simplement la moyenne de juin, la moyenne de juillet, et vous allez être pris un peu avec les défauts que ça impose. Donc, en fait, vous allez avoir quelques semaines qui vont contaminer vos données parce que ils ne comptent pas dans une période qui est très importante pour la croissance. Donc, en tout cas, ce chevauchement-là qu'on constate nous montre que de prendre ces données-là mensuellement, il faudrait y aller semaine par semaine, puis peut-être faire des regroupements avec des périodes qui empiètent sur les mois. Donc, au début, j'avais peut-être des raisons d'être pessimiste, mais là, on commence à avoir des raisons d'être optimiste, d'arriver à des bons résultats parce que la qualité, comme je vous le disais, la qualité de nos modèles dépasse un petit peu nos espérances. Donc c'est la base pour faire les analyses finales. Donc, j'ai hâte de les faire. Et on commence à comprendre pourquoi les analyses classiques ne fonctionnent pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger le tir? Puis, de ce que j'en sais à l'heure actuelle, on aurait les données qu'il faut pour être capable de corriger ça et d'arriver vraiment à un meilleur résultat.